Soit. T'imagines? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Premièrement, grosse nouvelle, mon cher Ross, moins 45% sur My Sweet Protein avec des t-shirts comme celui-ci. Avec le code La Sueur, tout simplement. Et des t-shirts comme celui-ci, oui, il y a quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on peut prendre le t-shirt de Rust. Et bien, c'est sur le site My Protein, c'est dans la description. On va parler du nouveau champion Bantamweight. Ouais. Petr Yan. Qui a impressionné. Alors, avec Rust, c'est assez rare. C'est assez rare qu'on en vienne aux mains. Mais là, exceptionnellement, je peux vous dire, il y a quelques overhands on a effacé les taches de sang sur le canapé. Exactement. Mais bon. Parce que nous avons des divergences sur ce monsieur ô combien talentueux. Alors, on vous invite d'ailleurs à commenter par rapport à ça. Ross doit-il sortir du podcast? Non, plus sérieusement. Alors parce que il s'est imposé par TKO au 5e round face à José Aldo. Bien sûr, on va pas revenir sur les innombrables coups en trop que s'est pris José Aldo, même si c'est vrai que c'est une super légende, que c'est vraisemblablement son dernier title shot. Oui, ouais, je pense là. Là, il en a eu partout, il a eu toutes les opportunités, je pense là. Et comme il commence, c'est pas qu'il se fait vieux parce qu'il a que 33 ans entre guillemets, mais on le répète, c'est en termes de combats faits, en termes de coups pris durant sa carrière. Il est beaucoup plus vieux que son âge ne le laisse supposer en réalité, en termes de dommages. Quoi. Ouais, complètement. Quand Ross dit ça, c'est vraiment au niveau de l'expérience. Hein. Ce mec était quand même au WEC. Et champion du WEC. Champion du WEC, donc ça vous donne quand même une idée du niveau du bonhomme. Ce qu'on voulait dire aussi, donc la divergence, c'est que Yan a réussi à laisser passer l'orage avant de véritablement rouler sur José Aldo vraiment dans ce 5e round. Et José Aldo qui a été magnifique au début, vraiment notre cher Polly Domson, on a eu des larmes. On suppose, en tout cas. Suppose, ouais. On imagine. On suppose parce que voilà, vintage José Aldo, les kicks, tentative aussi de takedown qui s'est retourné contre lui, mais bon, changement de niveau, tout ça absolument royal, mais voilà, comme on l'a dit dans la preview, c'est vrai que José Aldo aujourd'hui n'a plus la caisse pour tenir aussi longtemps, et ensuite Yan était toujours là, donc après avoir laissé passer l'orage, il a réussi à rouler sur José Aldo. Là, vraiment, Rust, qui est effectivement Yan exceptionnel, mais est-ce qu'on peut le mettre aussi grand au pinacle du MMA en ayant seulement laissé passer l'orage, alors que c'est vrai, il aurait pu justement déjà dominer dès le début, alors que pour moi, je me suis dit tout simplement, humblement, effectivement, que avec ce José Aldo là, le José Aldo qu'on a vu au début du combat, il était magnifique. On l'avait pas vu depuis très longtemps, peut-être même un des meilleurs José Aldo, mais pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que de laisser passer l'orage face à un José Aldo comme ça. En fait, voilà, c'est là où on a cette divergence. En fait, c'est sur de ce que je comprends, de ce que tu as dit, c'est pour toi, c'est magnifique, et pour moi aussi, ce qu'a réussi à faire Petr Yan. Mais en fait, j'ai du mal à être aussi hypé que toi. Je pense que c'est peut-être là qu'on a une divergence, c'est que j'ai l'impression de hype. Ouais, de hype, en fait. Mais, enfin, José Aldo, il a toujours eu ce ralentissement à la fin des combats. On se souvient contre, par exemple, c'était un Canadien, je sais plus, Marc Hominick, je crois, où il avait cruisé, il avait dominé complètement les 3, 4 premiers rounds, et après, en fait, il y avait des grosses baisses de régime, parce que Aldo est quelqu'un de très explosif, et même s'il gère parfaitement bien ses combats, il a l'expérience pour. Quand t'es explosif et que t'es relativement actif pour vraiment asseoir une domination sur les premiers rounds, forcément c'est compliqué sur les derniers. Et ça c'est vraiment, je crois qu'il peut pas y faire grand chose en fait. Et c'est encore plus vrai maintenant. Donc en fait théoriquement ce qu'il faudrait c'est finir les combats pour être sûr que t'as pas à aller piocher dans les derniers rounds. Parce que c'était assez courant dans sa carrière. Mais en revanche ce qui était à chaque fois le cas aussi, ou presque, parce que contre Max Holloway ça ne l'était pas, c'est que il domine en revanche tout le monde. Complètement. Tout le monde. Et en fait, voilà, la divergence qu'on avait tous les deux avec Guillaume, c'est que j'ai du mal à être super hypé pour Petr Yan, parce que même si je reconnais que c'est sublime ce qu'il a fait, déjà, même les premiers rounds, c'était plus serré. Mais c'est juste qu'effectivement, il a entre guillemets laissé passer l'orage, et quand il a vu qu'il y avait un gros ralentissement de José Aldo à la fin du 4e, il s'est dit c'est maintenant, et là il a fini. Ça t'impressionne pas ça? Ça m'impressionne. Même la fin du premier round, on en avait parlé, où justement
Là, pour le coup, il était en difficulté. José Aldo change de niveau. Là, je me dis, waouh, putain, José Aldo, là, il est très très fort. Et même en étant, t'es un peu dans le dur, José Aldo change de niveau, donc ça te surprend. T'arrives à retourner le truc pour finir quand même en ground and pound sur José Aldo. Tu rajoutes 30 secondes, il y a moins de terminer le combat. Et la fin du 4e, il voit que José Aldo est vraiment dans le dur. Et direct, le combat reprend. Il le termine. Et ça, franchement, tu vois, le fait d'avoir un mec qui soit comme ça, que dès qu'il sent qu'il y a une baisse de régime, pouvoir l'exploiter, ça aussi, moi, je me dis... Et en fait, et c'est vrai que... Mais je me posais la question aussi, je me disais... je pense qu'il y a un énorme biais de ma part, en fait, aussi parce que, tu vois, ça... C'est ce que tu viens de dire, le fait qu'à la fin du premier round, il a contré le takedown, il a fini en ground and pound, et clairement, c'était une position ultra dominatrice, et on ne sait pas où ce serait arrêté s'il n'y avait pas de round. En fait, je crois que mon cerveau, il l'occulte, en fait. Ah oui. Parce que le truc, c'est que, et c'est peut-être pour ça que j'ai une perception biaisée de Petr Yan, c'est que, en fait, pour moi, les 3 premiers rounds, quand je voyais le combat, je ne voyais qu'Aldo, en fait. Ouais. Mais, et ça, c'est, je pense, vous aussi, parce que c'est surtout ce qu'on a remarqué, on était en mode, oh. C'était, mais... Honnêtement, n'importe quel fan de sport de combat, et même, je serais prêt à gager que même ceux qui s'y connaissent pas, quand ils voient les déplacements, les mouvements de tête, mais peut-être un peu... Cela dit, les mouvements de tête... Il est un petit peu trop amoureux de ça, je trouve, notre cher José Aldo, parce qu'il y a quelques fois où il en a un peu abusé. En fait, et d'autant abusé, et d'autant plus que un contre qui est très très utilisé contre les mouvements de tête, c'est les high kicks. Et contre Petr Yan, il y a des moments c'était juste. Vraiment c'était juste. Il y a des moments, en plus il est tellement imprévisible dans ses combinaisons, Petr Yan, qu'il y a des moments où il faisait un truc avec ses mains, il remontait en high kick et il le fait de façon tellement parfaite que Aldo, c'était vraiment, on a eu chaud quoi. Mais néanmoins, le kicking game. Et tout, mais en fait tout, parce que je vais être très franc et je crois que j'ai un biais, c'est clair. Mais quand je regardais les 3 premiers rounds, malgré le fait que merci de le reconnaître, Yan, Yan a aussi eu des moments à lui. Il a aussi réussi à placer ses coups. Il a réussi aussi, il était pas là pour faire complètement punching bag. Il était là et c'était, c'est un niveau championnat et il était chaud. C'était voilà. En plus voilà, ils se sont mis l'un devant l'autre. On se met à 1 mètre de distance et on regarde. Enfin vraiment, c'était extraordinaire. C'était super. Et sans jamais que ce soit un brawl. C'est resté technique à chaque fois. Mais voilà. À mon sens, en fait, pour moi, de ma perspective, je peux parler que personnellement. Quand j'ai vu ces 3 premiers rounds, j'étais tellement amoureux de José Aldo, dans les déplacements, dans la gestuelle, tout était parfait. Là, tout était parfait. Il faisait même des trucs, mais c'était tellement beau. On avait l'habitude de voir ça un petit peu avec Aldo, mais vraiment dans ses flashs de brillance. Mais là, c'était pendant 3 rounds non-stop où il faisait des combinaisons où il finissait avec des énormes liver shots, des combinaisons où il fait une combinaison et après il tourne autour de Petr Yan pour trouver un nouvel angle, en maintenant la garde de Petr Yan collée à lui pour pas qu'il y ait de riposte. C'est la science du combat, mais à son apogée. C'est la science la science du mouvement humain adapté au combat à son apogée. Et j'avais l'impression de voir vraiment un demi-dieu dans la cage. Vraiment, c'était à mourir de beauté quoi, ce que faisait José Aldo. Et du coup, même si Yan, ce qu'il faisait était aussi magnifique, il frappait fort aussi, il n'y a pas de problème. Il a choqué Aldo sur certaines combinaisons aussi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y avait tellement cette science du mouvement, cette science du combat pour José Aldo, et c'était tellement beau qu'en fait, je ne voyais que lui, et du coup, je pense que j'ai peut-être été un peu biaisé. Parce qu'en fait, moi, ma perspective, c'était de dire... J'adore ce que fait Yan parce qu'il est dur au mal. Alors ça, il y a personne qui pourra le contredire là-dessus. Non, parce que surtout, mine de rien, c'était un récital de José Aldo, mais à aucun moment Yan est passé proche de ça. Absolument. Parce que c'est ça aussi qui moi m'a vraiment impressionné. Oui, c'est vrai. T'as un gars qui était quand même à un niveau, personne ne pouvait, enfin, non, on pouvait très difficilement s'attendre à un José Aldo de ce niveau-là. Ouais. Et Yan a tout encaissé sans broncher. Et au-delà d'encaisser, comme l'a dit Ross, c'était pas juste un punching bag. Il répondait et ils étaient à pleine balle tous les deux. Et tu te dis, parce que moi vraiment je me suis dit bon bah, enfin, et c'est ce qui était, plus les rounds passaient, plus je me disais il y a rien à faire en fait. Ouais, il est infinissable. Et d'ailleurs, je pense que quand Aldo a tenté le takedown, c'était aussi pour se dire, je vais aussi tenter ça, parce que là, je viens de lui mettre tout ce que j'avais à mettre à un mec pendant 4 minutes 30. C'est probablement ça. Il s'est rien passé. En fait, il y a probablement des grandes chances que ce soit ça. Et c'est ça peut-être aussi parce que,
quand tu te rends compte que ton adversaire ne fléchit pas, au niveau du cardio, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Et vraiment, ça joue. C'est-à-dire que, évidemment, il y a l'entraînement qui joue, donc tu peux avoir la caisse sur 5 rounds, il n'y a pas de problème. Tu peux gérer ton cardio, c'est-à-dire ne pas nécessairement aller pour le kill et vider tout ton gas tank, etc. Mais psychologiquement, et ça influe sur physiquement, ça c'est aucun doute. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même les combattants qui le disent. Bah après, si tu vois que tu mets tout, absolument tout ce que tu peux, au corps, à la tête, dans les jambes de ton adversaire, et qu'il a pas l'air de fléchir ni de ralentir, tu peux pas faire pire. En fait, c'est vraiment, je sais pas comment on dit, c'est abyssal. Enfin, c'est pas, comment dire, tu commences à avoir une espèce de terreur en fait. Tu dis oh merde. C'est ça. Donc c'est à dire que là, j'ai tout mis, ça ne marche pas. Il reste 3 rounds. Et là, ton cerveau, il panique, en fait. Et donc, non, même au-delà de paniquer, après, c'était aussi, je pense, pour créer de l'incertitude en plus. De la part de chez Yann, en fait, tout simplement. De ne pas montrer... Non, justement, de changer de niveau et d'aller pour le takedown. Parce que dès le premier round, quand même... Ouais, oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Oui, c'est José Aldo, probablement, qui a voulu... Oui, c'est vrai. Là, je disais ça plutôt de manière générale. Oui, bien sûr. Et je disais ça dans le côté, c'est peut-être aussi ce qui a accéléré, même si on a dit que Aldo avait déjà l'habitude de ralentir sur le dernier round. Troisième, quatrième. McGregor Diaz 1. C'est ça. C'est que, voilà, c'était pas forcément pour le changement de niveau, c'était vraiment pour, à la fin du combat, ça a dû jouer aussi sur le fait que la descente, elle a été ultra d'un seul coup. C'est ça a été, plus les pieds sur le frein, enfin, plus les mains sur le guidon, quoi. Et en gros, j'ai un respect monstrueux pour Yann. Et en plus du fait que du coup il est répondu, il est jamais parti, il a jamais été proche de se faire finir. Mais c'est vrai que parce que j'ai cette perspective biaisée, en fait, je me dis, j'aurais bien aimé que Yann domine Aldo sur les premiers rounds, même dans les premiers rounds, là où Aldo est le meilleur et là où c'était un Aldo mais version brillante, version plus. Si Yann avait dominé nettement Aldo, ce Aldo-là sur les premiers rounds, alors là j'aurais été vendu, mais en mode le futur. Il est là. Et là, je crois aussi que le futur est là. Moi, je vous le dis, le futur, il est là. Mais c'est juste que ça m'impressionne moins parce qu'il n'a pas été capable de, entre guillemets, apprivoiser et battre le dragon ultime quand le dragon ultime arrive comme Jaja, tu vois. C'est vrai. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que c'était le seul moyen. C'est le seul moyen. En plus, il a terminé José Aldo. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Et tout ça pour dire, donc, Yann, superbe. Oui. Aldo aussi superbe parce que malgré cette défaite, c'est vraiment des gros motifs d'espoir parce qu'il y avait eu ce fameux accident de scooter, je crois, pour José Aldo. Où justement, au niveau du kicking game, depuis, il avait complètement délaissé. Là, il montre qu'il est toujours là, qu'il peut toujours faire ça. Donc après, je sais pas s'il va pouvoir le refaire parce que c'était peut-être une condition aussi particulière, forcément. Title show en bantam, peut-être qu'il a mis tout ce qu'il avait à mettre. Et même stylistiquement, il est plus susceptible de se prendre des low kicks, Patrick Yann. Donc et puis en plus, le timing d'Aldo étant légendaire, c'est vrai que, c'était le moment ou jamais, quoi. Et puis même en soi, même sur le takedown, hein, franchement, qui tente, il était, je pense que sur quelqu'un d'autre que Yann, ça pouvait mettre le mec dans le rouge. Oui, parce que voilà, Yann est tellement complet, et ça, il faut lui rendre aussi. Il est bon partout. Il est imprenable, ce mec. Et donc là, c'était surtout ça pour Yann pour la suite. Bon courage. Ouais. Bon courage au prochain. Parce que là, il valide un petit peu tout. Parce que ça fait un moment, on en avait parlé dans le podcast preview, Rivera, Dodson, Faber, maintenant Aldo, et un Aldo qui était très 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 bon. Ah ouais. C'est ça. À chaque fois, il a réussi à passer les mecs. Contre Dodson, il subit un knockdown, mais enfin, il est plus déséquilibré que sonné, j'ai envie de dire. Et là, pareil, il passe une marche José Aldo où je pense que tout le monde est en train de se dire. Ouais, merde. Si un José Aldo comme ça... En 3 rounds. Ouais. Parce que n'importe qui se pense José Aldo là sur 3 rounds, je pense qu'il perd. Ah et la preuve est dans le pudding. C'est Moïcano, c'est Stevens. C'est chaud. C'est chaud. Non, complètement. Donc, parce que les frappes... Et puis même Moraes, contre Moraes, c'est ça. D'aucuns peuvent dire que José Aldo a gagné. D'aucuns peuvent. Mais c'est vrai, Yann, je sais pas s'il est fait en pierre, ou je sais pas de quoi il est fait, je sais pas ce qu'il mange là-bas en Russie. C'est fou. Enfin, en Thaïlande. En Thaïlande, ouais, justement, chez Tiger Muay Thai. Mais les liver shots qui s'est pris parfois clean,
je comprends pas comment il a fait pour rester debout. C'est José Aldo qui les met quand même. Je comprends pas. Mais même les low kicks, on a l'impression que ça ne l'a pas affecté du tout. Il a été déséquilibré de ouf, il fait la toupie irlandaise, mais il y a rien, il se relève et il repart. C'est fluide. Ouais. Non, j'ai craché un truc, je pense que ça atteint mon ordinateur. Ouais, bah, j'espère, sinon c'est... alors là, Covid, toute la pièce. Merci. Donc voilà, Yann là, bon courage. A priori, donc Dana White n'a pas voulu, le président de l'UFC n'a pas voulu s'exprimer sur le prochain avoir le titre. On lui a dit à Aljamain Sterling, il a fait bon, peut-être, parce qu'évidemment, il y a aussi Cody Garbrandt qui est en train de revenir. Cody Garbrandt qui avait en préparation un combat. Donc preuve que l'UFC a toujours confiance en No Love. Donc Cody Garbrandt contre Marlon Moraes pour la place de contender numéro 1. Ça fait parfaitement sens. C'est super. C'est super, et puis Marlon Moraes... Après, un peu précipité. J'aurais bien aimé le voir encore contre un autre adversaire Cody. Parce que on dit peut-être revenir la hype, quoi. C'était quand même sa première victoire en 4 piges. Contre Assunção. C'est vrai. Après, je pense qu'il n'y a pas le choix parce que Cody refuserait des challenges moindres, en fait. Oui, je pense. Complètement. C'est ce qu'il disait lui-même. Il a pas envie de... C'est un peu comme Darren Till. Non, mais tu peux lui donner un José Aldo. Il a dit qu'il voulait un José Aldo. Ouais. Parce qu'en fait, par exemple, Moraes, on en parlait là mais j'aurais peur que au déjeuner, en fait. On en parlait en déjeuner, mon cher. Oui, moi aussi, j'aurais un petit peu peur. Et c'est vrai que oui, dans tous les cas, c'est kiff-kiff parce que forcément, avec cette catégorie bantam qui est ultra dense, peu importe le mec qui perd, t'es obligé de flinguer des talents. Parce que... Et puis José Aldo, le problème entre guillemets, et on l'a vu justement avec Renato Moicano, c'est que, et là, enfin, bon courage pour passer contre José Aldo. Après, ce sera en 5 rounds aussi, je pense. Contre Garbrandt ? Ouais, je pense qu'ils font un Fight Night Main Event. Bah là, c'est ce qui était parti. Ils étaient partis pour faire ça d'ailleurs. Mais est-ce que Garbrandt peut résister pendant 3 premiers rounds à Aldo comme ça ? C'est pas évident. C'est possible, mais c'est pas évident, quoi. Non. Mais s'il le fait, par contre, là... S'il le fait, ça va être sympa. Ouais. Donc oui, il y a des options. Pas mal d'options. Des options. Et puis pour Yann, voilà. Yann, la suite, là, je pense vraiment là que ça va être très, très compliqué d'aller le chercher. Ouais. Parce que... Cerudo, ça serait intéressant. Pour moi, en fait, ce serait tout simplement... Ce serait vraiment bien que Cerudo revienne. D'ailleurs, Cerudo a dit qu'il voulait revenir pour Yann. Pour moi, ce serait le plus intéressant parce que je pense que Sterling est trop limité debout pour poser problème à Petrovian, parce que t'as ce côté... il a qu'un seul aspect, entre guillemets, à se soucier vraiment, parce que clairement, debout, il le bouffe complètement. Et moyen. Moraes, on a vu les difficultés que peut avoir Moraes, même si, début de combat, pour le coup, là, par contre, premier round, tu clignes pas du tout des yeux, je pense. Tu clignes pas, mais en fait, j'aurais du mal à me dire que si Aldo n'a pas réussi à finir Petrian en étant autant en état de grâce sur les premiers rounds, j'ai du mal à me dire que Moraes va y arriver. Donc voilà, déjà ça s'est passé pour les 2 prochaines défenses de ceinture. Ensuite, il y a donc Cody Garbrandt. Ouais. Cody Garbrandt, ça... Il y a toujours ce problème de... Et là aussi, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir contre un autre gars, et que Marlon Moraes, c'est vraiment très bien. C'est quelqu'un qui puisse le mettre dans le dur et donc vraiment le toucher. Parce qu'il a pas... Cody Garbrandt. Parce qu'il a toujours... Parce qu'avec Assunção, c'est aussi pour ça qu'il le voulait. C'est parce que Assunção, c'est quelqu'un qui touche pas... C'est pas très fort, en fait. Enfin, quand je dis ça, au niveau de l'impact physiquement. Du coup, tu voudrais Garbrandt contre Yann pour voir comment Yann réagit? Non, dans le sens... j'aimerais bien que Cody Garbrandt, là, il affronte, par exemple, tu vois, Marlon Moraes, je trouve que c'est très bien. Ou José Aldo, en fait, quelqu'un qui puisse vraiment le toucher. Oui. Pour voir s'il peut toujours rester discipliné. Parce qu'on l'a vu, par exemple, avec Dominique Cruz. Ok, Dominique Cruz, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais il va pas transformer Garbrandt en taureau, quoi. Non. Et il frappe pas, Dominique Cruz, ne frappe pas complètement dur. Donc, il frappe dur. Il frappe pas aussi dur, je pense, que les plus gros punchers de la catégorie. Ouais, comme même le combat contre Cerudo, où Cerudo, quelques secondes avant de mettre le KO, il se prend un espèce de jab, il y a la tête qui part en arrière, mais pourtant... Ouais. Donc voilà, moi je pense que ce serait vraiment bien pour Cody Garbrandt. Ensuite, donc s'il arrive à confirmer le prochain test, Garbrandt-Yann, pour moi ce serait intéressant. Ouais, complètement. Même si c'est vrai, il y a aussi cet aspect sol, où pour l'instant, je trouve que Garbrandt a été assez épargné par l'UFC. Ouais. Ça ne vous intéresse pas, ça? Ouais, c'est vrai. Attends, au sol... Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas vu souvent. Hein. Ouais. Je me demande d'ailleurs
si je l'ai pas vu dans, tu sais, les stat leaders là, de l'UFC, dans les mecs qui ont passé le moins de temps sur le dos. Je me demande. Ouais, bah peut-être bien, parce qu'en soi, c'est vrai qu'il y a eu personne pour l'instant, parce que même Dominique Cruz, j'ai pas souvenir qu'il ait testé quoi que ce soit. Non, il l'a mis au sol de temps en temps, mais il se relevait direct. C'est ça. Non, c'est vrai. Ouais, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Après, je pense que Petrian, il aurait à cœur de le battre debout, en fait. Oui. Et c'est là où ça serait intéressant. Et en plus, voilà, c'est aussi pour ça que l'UFC, bien évidemment, ne se prononce pas pour Sterling, parce qu'il y a du bad blood entre les deux. Parce qu'entre Sterling, qui a eu une sortie un peu hasardeuse après sa dernière victoire contre Cory Sandhagen. Est-ce qu'on la répète? Non, nous n'allons pas la répéter. Et puis, Cody Garbrandt, qui lui a eu une altercation en backstage, donc dans les coulisses d'un événement UFC, forcément, ce qui fait un peu plus vendre, c'est ça. Parce que bon, ça a des heures de Il y a eu une altercation entre Garbrandt et Sterling? Ouais, Garbrandt et Yann. Ah ouais? Ouais, et c'est, je crois, Yann, juste après sa victoire contre Faber, en fait, il va dans les coulisses, quoi. Et là, t'as Cody Garbrandt qui est en costume, qui se met juste face à lui en mode t'inquiète, mon petit pote. Putain, mais il fait ça avec tout le monde, Garbrandt. Ouais. Il le fait avec Connor, il le fait avec Yann. Avec tout le monde, et ils sont deux. Ouais. Avec Cruz aussi, il l'avait fait. Et puis Dillashaw. Oui, voilà. Oui, voilà, bon, tout le monde. Everybody. Donc voilà. Et tout ça pour dire, voilà, Yann, très très prometteur. Et puis c'est vrai qu'il y a bien évidemment Rust. Pour lui, il y a potentiellement Sean O'Malley. Moi, j'aimerais bien le voir aussi là contre son prochain adversaire. C'est pas encore ça niveau véritable test. Marlon Vera. Ouais, UFC ils sont vraiment en train d'en prendre soin là. Mais après il est chaud, mais c'est un striker. Exactement. J'ai vraiment envie de le voir pour le coup contre un lutteur. Et là, on aura la réponse. Un peu comme si vous voulez Adesanya. Quand Adesanya ils l'ont mis contre Brunson. Ou là, et Vettori avant lui. Après Vettori, je pense qu'ils ont mis Brunson parce que contre Vettori, victoire par split décision, qui était quand même assez chaud. Oui, c'est vrai. Tu vois, il fallait un truc qui poinçonne bien le truc. Poinçonne. Donc, non, c'est vrai. Et un qui pourrait être intéressant, qui combat d'ailleurs sur la UFC Fight Island, c'est Cody Stamann. Complètement. Qui, alors là, pour le coup, tu peux pas faire plus lutteur basique stéréotypique, quoi. Qui avait d'ailleurs affronté Tom Duquesnoy. Et Tom Duquesnoy avait perdu par décision partagée, mais c'est là qu'on avait vu qu'effectivement, pour Tom, c'était un peu compliqué justement d'aller vers le modèle américain avec les mecs qui cotent énormément de poids comme Cody Stamann, a.k.a. le Cube, pour se retrouver en non mais c'est vrai, parce que entre un Tom Duquesnoy qui combat quasiment au poids de forme et un mec qui cote 10 kilos en catégorie bantam, et qui est là pour vous maintenir au sol. Exactement. Et utiliser sa puissance physique pour gagner. C'est donc c'est vrai que ce serait un très bon test pour lui. Maintenant, on va parler du tombeur de Volkan Ozdemir. KO terrifiant, ancien champion du Rising, qui était, on ne le voyait pas gagner, parce que c'est vrai que Volkan, on va dire, est plus, de toute façon, a des très très solides références. Ouais, en fait, Volkan est, non seulement il a fait ses preuves contre les plus gros clients à l'UFC. Ouais. Et puis avec Rakic, je trouvais qu'il avait déjà affronté quelqu'un d'un peu foufou, en fait. Quelqu'un d'un peu foufou contre Dominique Reyes, et c'était très litigieux. Ouais. Et donc Dominique Reyes, on rappelle, le contender, enfin le challenger pour le titre contre John Jones, et qui a fait le champion actuel de la catégorie light. Voilà. Et Volkan avait fait, pour nous, avait battu Dominique Reyes. Donc on s'était dit, ok, même si Prochaska est un énorme gabarit, parce qu'il est monstrueux, et on l'a vu dans la cage, il impressionne. Physiquement, il est intimidant. Quand même. Il est grand, il y a du muscle, il a une présence intimidante. Ouais. Mais on s'était dit, Volkan, en plus le Volkan 2.0, là, depuis 2 combats, est encore plus complet. Le combat vraisemblablement va se dérouler debout. Volkan a largement les armes. En plus, Prochaska, il est un peu chien fou, et il arrivait avec cette... et il l'a été pendant le combat, avec cette manière d'approcher le combat un petit peu on y va et quoi qu'il arrive, et on provoque sous le bouclier ou sur lui, enfin avec ton bouclier ou sur lui, etc. Et donc on se disait, ça fait beaucoup d'opportunités pour Volkan de le battre. Mais, et d'ailleurs dans le combat, c'était tendu, les premières minutes, enfin moi j'étais du coup en backstage dans la salle des médias. Et je crois que j'ai jamais été autant animé de ma vie, en fait. Parce que, après, évidemment, c'est parce que, comme on connaît la team Volkan, mais honnêtement, j'en pouvais plus. C'était tellement tendu comme combat que tu te dis, ok, ça peut péter à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, Dana White a même applaudi les deux à la fin du premier round. Eh oui.
Ouais, mais clairement. Et d'ailleurs, ils ont pas eu le Fight of the Night, je crois. Ils ont... Non, Fight of the Night, c'était Tug Rose contre Jessica Andrade. Ouais, bah je suis pas d'accord. Ouais. Parce qu'au niveau de l'intensité... Ah oui, mais après c'était aussi beaucoup plus court. Oui, voilà, c'était beaucoup plus court, mais l'UFC n'est pas étrangère à donner des Fight of the Night à des combats qui peuvent même faire que 4 minutes. C'est vrai. Et là, en gros, c'était tellement tendu, il y a eu des moments où Ozdemir Volkan arrivait à placer ses coups à lui, il arrivait à déséquilibrer... Enfin, clairement, il choquait Prochaska aussi, et Prochaska l'a dit dans la conférence de presse d'après-combat, je m'en suis pris des lourdes. Et sauf que Prochaska est tellement puissant, que tu sentais que il y a un moment donné où il y en a un des deux qui allait tomber et quand il allait tomber, ça allait faire mal. Et c'est quand il y a eu le high kick. Et quand il y a eu ce high kick de Prochaska magnifique, faudrait que je revoie le combat pour savoir comment il l'a set up. Il y a eu le high kick et alors je sais plus, tu vas me dire comment ça s'est passé. Il y a eu le high kick et je me souviens que là, en gros, il y a eu un moment où Volkan donc est resté sur place. Prochaska est revenu en arrière. Volkan est resté sur place et tu t'es dit oh merde. Non il a eu aussi un petit peu la jambe qui a flageolé. Ouais, et donc là Prochaska a vu, il a commencé à avancer avec des feintes qui étaient assez. Il a même tenté un espèce de genou sauté un peu bizarre. Ah j'ai hâte de regarder revoir. Il fait le 1-2 et puis les deux passent tout simplement. Et les deux sont oh la vache. Ouais, les deux sont terribles. Donc voilà, évidemment ça fait grave chier pour Volkan. Mais pour Prochaska, c'est énorme parce que c'était un pari de l'UFC. C'est comme exactement ce qu'ils avaient fait quand il y a eu notre cher Blagoy Ivanov. Oui, contre Junior Dos Santos quand il était arrivé, où justement l'UFC. Et même Junior Dos Santos contre Verdum quand il est arrivé. Exactement. Ou même Pavlovich quand il est arrivé contre Alistair Overeem. Ils adorent faire ça. En fait, quand il y a un champion, et puis surtout aussi c'est pour bien montrer. Ou même Marlon Moraes qui est arrivé contre Asun Sao. Ouais. Ou même par exemple Michael Johnson contre Justin Gaethje. Vous êtes champion d'une autre organisation, l'UFC ils disent bon ok, on va vous montrer qui sont les patrons ici, donc on vous file un mec qui est top 10, donc qui est hyper sérieux mais qui est pas le champion quand même, et on va vous montrer voilà. Ouais, ça va pas être aussi facile que vous en avez l'habitude. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour vous dire vous allez redescendre un peu sur terre et tu rentres dans le rang. Et donc quand vous vous imposez face à ce test d'entrée, ça veut dire que clairement vous faites partie des meilleurs. Et par exemple Alistair Overeem, clairement à Pavlovich, tu fais tu vas te mettre derrière quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là c'était ça, énorme test pour démarrer, mais c'est ça, c'est the bigger the risk, the bigger the reward. Reward. Ouais, non, c'est vrai. Et donc, bravo à Prochaska. Hein, et du coup, pour lui, en plus, c'est vrai que comme il est charismatique, ses interviews, elles ont cartonné alors qu'il est pas du tout connu, etc. Donc là, 8e du classement light heavyweight. Déjà là, donc il a battu Volkan qui était 7e. Ouais. Donc pour lui, c'est jackpot. Hein. Pour lui, c'est jackpot. En plus, il a le bonus en plus de performance de la soirée. Il a le bonus. Pour lui, c'est l'autoroute en fait. Et c'est le fast track. Et là, je sais pas. Surtout quand on est en plus, l'avantage qu'il a, c'est que c'est une catégorie light heavyweight, donc tout va très vite parce que on en parle à chaque podcast. Il y a pas tant de mecs que ça dans cette catégorie-là. Ouais. Donc non, franchement, pour lui, super bonne nouvelle parce que clairement, quand on voit ce qu'il a fait là, tu vois, tu peux même lui mettre Anthony Smith. Complètement. C'est dur pour Anthony Smith, mais complètement. Mais moi, je le mets contre Anthony Smith. Ouais. Et ensuite, tu peux dire un combat après Anthony Smith et c'est title shot. Oui, c'est ça. Moi, je l'aurais presque mis Glover plus, en fait. Parce que Glover doit affronter Thiago Santos, c'est pour ça. Ah, merde. Ouais. Ouais, mais moi aussi, j'aurais préféré mettre ça. Mais comme il y a Glover Santos, tu vois, tu mets Anthony Smith et ensuite, potentiellement, tu lui fous Corey Anderson. C'est marrant, il y a pas un autre light heavyweight là qui serait. Après, c'est compliqué parce que sinon, il y a Jan Blachowicz, mais là, je pense que lui, c'est le title shot ou rien. Il y a Dominique Reyes qui est aussi en attente d'éventuels title shots ou rien. Oui, mais top contender. L'un des deux, il va falloir. Voilà, ou c'est l'un des deux qui s'affrontent. Mais tu vois, je pense qu'eux, ils sont trop hauts pour l'instant. Et donc là, ce qui reste, qui est juste un niveau en dessous, c'est vrai. C'est les mecs comme t'as Corey Anderson, Glover Teixeira, Thiago Santos aussi, mais Thiago Santos, je pense aussi, c'est une victoire et ensuite il revise le titre. Ouais. Donc à part les trois mecs là, donc qui sont et Corey Anderson, il a un combat nommé, et Corey Anderson n'a pas de combat, non. Mais peut-être un peu trop directement. Ouais. Après, c'est vrai que là, il est quand même déjà direct 8e. C'est ça, il est 8e. Hein. Donc on peut le mettre contre. Il est 8e. En fait, moi, j'en ai marre de voir Anthony Smith faire des guerres. En fait, il a pas le choix. Maintenant, il est dans le top 10, mais c'est dur là. C'est dur pour lui. Se repose un peu. Surtout avec ce qu'il vient de prendre contre Glover. C'est vrai.
C'est vrai. À la limite là, évidemment ça se fera jamais parce que Blachowicz il est en mode le titre ou rien, mais moi j'aurais presque envie qu'il combatte Blachowicz parce qu'au moins il prendrait peut-être un peu moins de dommages. Quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Ça veut pas dire qu'il gagnerait, mais il prendrait peut-être un peu moins de dommages que contre des machines à violence comme Glover c'est pas faux. ou Prochaska quoi. Mais ouais, en tout cas voilà, l'un dans l'autre, c'est bien pour la catégorie, ça fait du 109. Le mec ne blague pas clairement. En plus, il est stylé. Moi, j'aime bien le combo en mot Zangief, un peu grosse beubare et iroquoise. C'est toujours assez stylé. T'as d'ailleurs essayé de le faire sans succès, bien évidemment. Bah si, donc je l'ai fait, mais alors, le succès, ça. Oui, quand j'étais plus petit. Oui. Mais ouais, d'ailleurs, si vous avez pour idée de vous faire un gros mohawk en rasant sur les côtés, avec une grosse beubare, ne le faites pas quand vous êtes petit. Beubare, je ne pouvais pas et je ne peux toujours pas. Mais voilà, sachez que quand vous faites des trucs comme ça, vous gardez le même style vestimentaire, il n'y a pas de problème. Les vieilles dames changent de trottoir. Faut le savoir. Tu avais quel âge? Bah, j'avais licence de physique. T'étais pas petit. Bah, j'étais plus jeune. T'es petit. Oui, j'avais pas 6 piges. Oui, je m'attendais à ça. Non, ah oui, j'ai mal choisi mes mots. Ça. Non, bah du coup, j'étais plus jeune. Quoi. Ouais. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Octobre Rose. Allez, on fait toute la carte. Allez, on fait toute la carte. Here we go. Oh merde. Ouais, oui, bon, si. pour Tug Rose, de toute façon, là, moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu, mon cher Rush, parce que donc les gens sur la sueur, donc sur notre Instagram @lassueur, est-ce qu'on fait Tug Rose? Très vite alors. Très vite. Allez, si on fait Tug Rose, parce que c'est vrai que les gens nous l'ont demandé. Ouais. Donc sur la sueur, on avait parlé. Les gens, il y en a pas mal qui sont extasiés sur Rose. Moi, le gros problème que j'ai, c'est que c'est vrai. Et après, c'est compliqué, bien évidemment, c'est de ne pas pouvoir maintenir ce niveau longtemps. Et le problème, c'est que quand elle ne maintient pas ce niveau-là, il n'y a pas, tu vois, de plan de repli où tu peux te dire, je peux essayer de faire ci, essayer de faire ça. Là, t'as clairement eu les deux premières rounds. Enfin, premier round absolument magnifique. Deuxième round où elle est à 70%, elle commence à se prendre des coups. Et là, ça commence à devenir un peu chaud. C'est ça le problème. Et le troisième, tu fais, oh putain de merde. Il y en a un quatrième. Elle est, déjà, elle est passée à ça de se faire terminer. Oui, quatrième, elle était terminée. Et quatrième, elle était terminée. Et ça, moi, parce que là, le prochain adversaire, c'est Weili Zhang. Je pense qu'elle se prend KO contre Weili Zhang. Parce qu'en fait, ce qui est très étrange, c'est que garder la même perfection technique, zéro déchet, et elle l'a fait contre Johanna. Oui. Et c'est ça qui m'ennuie, c'est que là, j'ai l'impression que... Après, le deuxième combat, c'était quand même pris pas mal de coups aussi. Elle s'en était pris, mais il n'y avait pas eu un tel drop, en fait. Oui, non, c'est vrai. Et là, en plus, on n'a pas forcément de métrique, parce que donc c'était son premier combat, après le KO d'Andrade. C'est ça. On a toujours un peu envie de se dire, est-ce qu'il y a des KO qui peuvent changer le cours d'une carrière, etc. Ouais, peut-être. On ne sait pas, mais là, clairement, il y a eu un avant et après, quand elle commence à se prendre des énormes coups de buffle de la part d'Andrade. Et surtout que c'est Andrade, en fait, c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que c'est pas quelqu'un qui est hyper actif. Et même Rose, quand elle était parfaite, elle était active elle se déplaçait énormément, ça c'est vrai. Mais sinon, tu vois, t'as pas une énorme débauche d'énergie qui fait que tu peux te dire, effectivement, tu vois, après, tu peux pas tenir tout un combat comme ça. Et donc là, il y a pas vraiment d'arguments qui font comme ça, rationnellement. Peut-être qu'on va l'apprendre, tu vois, plus tard, elle va dire, ma préparation était tronquée, j'avais telle ou telle blessure, et donc là, c'est un peu inquiétant, je trouve. Ouais. Parce que c'est Andrade, donc elle est dangereuse et tout, mais elle propose pas grand-chose. C'est ça, en fait. C'est ça qui fait un peu flipper, c'est que contre quelqu'un qui est, entre guillemets, plus limité que ne le sont les meilleurs strikers de la catégorie, si elle finit comme ça... Alors, évidemment, elle s'est pris des coups et personne... Je pense qu'il n'y a pas gros monde dans la caté qui frappe aussi fort qu'Andrade. J'en suis même quasiment... Voilà, on est d'accord. Mais, mine de rien, c'est-à-dire que, vraiment, son style est susceptible de changer quand elle est sous pression de quelqu'un qui frappe fort. Et Weili Zhang frappe très fort. Donc, même si c'est pas autant qu'Andrade, on a un peu de mouron à se faire, quoi. Et c'est tellement dommage parce que c'est vrai que, par contre, les premiers rounds. Le premier, c'est difficile honnêtement. Il y avait Trevor Whitman qui avait un smile jusque là. Et comment ne pas avoir un smile pareil? On a tendance, et objectivement, c'est plutôt vrai, mais à dire que le MMA féminin pour l'instant a quand même un niveau qui est moindre. On pourrait, en conjecturer que c'est la manière dont on est fait physiquement. Enfin, on n'en sait rien. Il y a des chances, mais en tout cas, il y a un niveau moindre pour l'instant. Néanmoins, quand tu vois des combattantes comme Johanna, quand tu vois des combattantes comme Rose et Weili Zhang aussi, tu te dis, mais ok, le MMA parfait, c'est ça. Ok.
Ok, copain. C'est ça. Et du coup, là, on peut rien dire par contre. Alors là, y a rien à dire. Quand tu vois Tug Rose combattre, tu te dis, oui, c'est ça. Le mot Rushmore du MMA, c'est ça. Techniquement, c'est ça. C'était fou. C'était incroyable. Pareil, comme Aldo, tu vois, la gestuelle parfaite, les déplacements Andrade essayait de rentrer. Oh non, c'était magnifique. J'ai eu la même excitation quand j'étais On va le garder. Hein. quand je regardais Aldo que quand je regardais le premier round de Rose. Ça a failli m'échapper, mais ça ne m'est pas échappé. Non. J'ai parlé comme Mike Horn. Ouais. Ça ne m'a pas échappé. Mais ouais. Non, c'était incroyable. C'était juste à mourir tellement c'était beau, encore une fois. C'était superbe. Bien, je pense qu'on a terminé sur Tug Rose. Big shout out to Venom, notre sponsor. Le lien est dans la description. Sponsor de l'UFC à partir d'avril 2021. Et toujours big shout out to My Sweet Protein. À la prochaine, mon cher Rust. Swear.